Bonjour, merci d'être là en si grand nombre. Merci pour l'introduction, Mona, c'est mon CV approximatif. Je dis ici que je suis accessoirement DG parce que je ne vais pas vraiment vous parler de LGBT aujourd'hui. D'ailleurs, je suis un peu gênée qu'il y a des gens de mon CA ici parce que c'est vraiment pas... ils m'ont jamais entendu parler de ça où je pense, là, fait que c'est un peu gênant, mais j'espère que vous allez survivre à l'expérience. Donc, comme Mona a dit, j'ai une maîtrise en littérature que j'ai terminée en 2015. Je travaillais spécifiquement sur le polyamour dans 3 romans québécois, puis j'ai moi-même écrit un roman qui mettait ça au centre, là, finalement, de la création. Là, vous allez me dire, mais quel rapport la littérature avec ce sujet? C'est parce qu'il y avait vraiment tout un aspect sociologique là, dans ma recherche, parce qu'il fallait, en fait, mon jury avait aucune idée de quoi il s'agissait, donc il fallait que je leur explique. Et donc, j'ai passé pas mal la moitié là, de mon mémoire à expliquer d'abord c'est quoi, comment je l'applique en théorie littéraire et tout ça. Donc, je suis devenue quand même assez calée là, dans le domaine des recherches polyamoureuses. Cela dit, je voulais vous mettre en garde parce que j'ai donc pas touché à ce sujet-là depuis 2015 ou à peu près. Puis c'est un sujet très nouveau, donc qui évolue très rapidement. Ne serait-ce que là, la semaine passée, un ami, Kevin, que je salue, où est-il? En tout cas, c'est pas grave. Ah, il est là. M'a envoyé une recherche faite par l'Institut Vanier où ils font leur collecte de données présentement, puis ils ont déjà commencé à publier des résultats. Mais il s'agit donc de la première grosse recherche sur notamment les familles polyamoureuses au Canada. Parce que là, moi, la recherche que je vais vous présenter aujourd'hui, qui n'est pas la mienne, c'est vraiment basée aux États-Unis. Mais je vais vous la présenter tantôt. Là. Fait que, donc, ça évolue rapidement. Ça se pourrait qu'il y ait des nouveaux concepts que je n'ai même pas intégré encore, mais de toute façon, c'est une introduction, puis vous pourrez compléter après ça avec votre propre knowledge, si vous en avez. Alors voilà. C'est ça, hein, c'était ça. OK. Je présente généralement je commence en fait généralement en présentant différents modèles de relations. Parce que il faut dire, je vais vous présenter les relations, mais aussi, avant, je voulais vous donner un mot aussi sur le genre de personnes qui ont des relations. Oh non, OK, je vois un avertissement ici, mais il n'est pas là, fait que c'est bon. Donc, les personnes, en fait, qui sont polyamoureux en général, c'est des personnes qui sont, en fait, pas juste les personnes polyamoureuses, mais les personnes qui sont out comme polyamoureux et qui participent aux recherches sur le polyamour. C'est des gens de classe moyenne ou supérieure, généralement blancs, généralement avec une éducation universitaire ou collégiale ou universitaire. Et donc, à cause de ça, il y a vraiment... Tu sais, la démographie est assez particulière, mais on peut facilement comprendre que c'est parce que c'est un modèle très marginal et donc les populations plus marginalisées ne seront pas portées à vouloir se marginaliser davantage. Donc, peut-être que cette pratique, en fait, certainement, cette pratique-là de relation, ce modèle de relation-là existe dans d'autres communautés, mais elle n'est pas visible actuellement. Voilà. C'est ce que je voulais vous dire là-dessus sur la démographie. Donc, on connaît déjà bien le modèle monogame, mais je vais vous le déconstruire un petit peu. Il y a un modèle assez rare, la monogamie unique, parce qu'on a un seul partenaire sexuel et amoureux durant toute notre vie. Toutefois, ça existe, fait que voilà, il est là. Le modèle le plus commun est la monogamie en série. Donc, on a plusieurs partenaires au cours de notre vie, mais on y va un à la fois, donc en général. Et ça, c'est un petit peu une petite blague, c'est que le soft swing est considéré comme la monogamie en général, mais ça veut dire, dans le fond, que des gens vont avoir des rapports sexuels séparément, mais dans la même pièce. Donc, c'est comme ça, c'est pas comme du swinging, parce qu'il n'y a pas d'échange, mais, en tout cas, vous voyez un peu le genre. C'est ça. OK. Il y a aussi la non-monogamie consensuelle, donc où est-ce que les gens sont au courant finalement des types des relations qui se passent à l'extérieur de la monogamie. Donc, je commence par vous parler de la polygamie. La polygamie étant bien sûr un modèle où
en général, c'est un homme qui va avoir plusieurs femmes, et généralement dans un cadre religieux aussi. Donc, c'est un modèle qui existe dans plusieurs sociétés, qui est interdit ici au Canada parce qu'il s'agit vraiment du lien du mariage. Là, c'est pas juste... ben c'est ça là, une fréquentation, ouais, c'est ça. Donc, c'est vraiment au niveau du mariage, c'est interdit au Canada et généralement pour motifs religieux. L'échangisme, donc, ben c'est ça, c'est strictement au niveau sexuel, souvent avec la présence du partenaire principal. La relation ouverte convoque en général, puis là encore une fois c'est en général, c'est pas tout le monde qui le conçoit comme ça, mais en général, donc il va y avoir une dyade qui a d'autres relations, mais des relations strictement sexuelles. Et le polyamour, donc c'est la même chose qu'une relation ouverte, mais avec une composante affective. Je vais vous donner une définition plus académique après. Là. Je voulais un petit mot aussi sur la non-monogamie non consensuelle, aussi appelée infidélité. Beaucoup de gens confondent le polyamour avec l'infidélité, mais c'est donc le consentement qui fait la différence entre les deux. Donc, la définition, l'orientation relationnelle, présumant qu'il est possible et acceptable d'aimer plusieurs personnes et de maintenir plusieurs relations amoureuses et sexuelles à la fois avec le consentement des partenaires impliqués. Donc, ça, c'est une définition de 2005. On voit ici que je suis en retard un petit peu. Il y a sûrement eu des actualisations de cette définition-là, mais c'est sur quoi je basais, moi, ma recherche. Donc, ce qu'on retient de ça, c'est qu'on met l'accent sur l'amour, donc la présence de vraiment un lien affectif, qu'il y a plusieurs relations en même temps, ou le potentiel de plusieurs relations en même temps, et le consentement. Je fais un petit bémol ici sur le mot orientation parce qu'il y a plusieurs personnes qui considèrent le polyamour comme une orientation dans le sens où certaines personnes se considèrent comme eux-mêmes polyamoureux, puis il y a d'autres personnes qui considèrent que leur relation est polyamoureuse. Donc, c'est deux façons différentes de le concevoir, puis les deux sont valides. Il y a des gens qui se sentent vraiment, tu sais, qui vont se dire single poly là, en anglais, donc ils vont dire, ben, qui sont par exemple célibataires actuellement, mais qui s'engageraient pas dans une relation autre que polyamoureuse. Puis il y a des gens qui sont seulement polyamoureux dans une relation particulière. Peut-être que s'ils étaient dans une autre relation, ils seraient monogames. Donc, voilà. C'était mon petit aparté là-dessus. Caractéristiques de base, mais là, en fait, je vais vous donner les trois... il me semble qu'il y a quelque chose d'autre. Un instant. OK, ouais. Donc, moi, les trois caractéristiques en fait que je mettais de l'avant dans ma maîtrise, c'était comment je choisissais les romans que j'allais étudier. Il faut bien mettre des balises. Donc, moi, c'était le nombre de partenaires. Il fallait qu'il soit plus que 2. Il fallait qu'il y ait certains liens entre les partenaires, là, même s'il y a différentes sortes de liens. Donc, là, il y a la possibilité d'un V, par exemple, parce qu'une personne est engagée avec les deux, mais les deux ne sont pas nécessairement... ils vont avoir peut-être un lien affectif, pas nécessairement sexuel, ou l'inverse, en tout cas, vous voyez le genre. Un N, donc là où est-ce qu'il y a 4 personnes impliquées, puis là, il va y avoir comme 2 personnes qui sont impliquées ensemble, puis ils ont chacun un partenaire, mais ils ne sont pas impliqués ensemble. Ou un triangle, où est-ce que là, tout le monde partage amour et sexe. Et donc, il y a aussi la question du contrat. C'est quand même important, en fait, c'est très, très important dans généralement les personnes qui s'engagent dans une relation polyamoureuse, la question du contrat, parce que quand on s'engage à plus que 2 personnes, plus qu'une personne, on peut s'engager avec soi-même, mais quand même. Quand on s'engage avec plus que 2 personnes, entre plus que 2 personnes, il y a vraiment une série de questions qui sont soulevées, qui peuvent être soulevées aussi dans des relations monogames, mais que les personnes monogames n'y pensent pas habituellement. Donc, il va y avoir des personnes qui vont vouloir être polyfidèles. Donc, ça veut dire qu'ils vont seulement être engagés avec certaines personnes et ne sortiront pas de ça. Le triangle, souvent, c'est le cas. C'est le modèle qu'on voit plus souvent. Il y en a qui vont pas vouloir qu'il y ait une ouverture sexuelle, mais qui vont vouloir une ouverture sentimentale ou affective. Donc, ils vont dire oui, tombe amoureux ou amoureuse de qui tu veux, mais
touche pas entre ses jambes, là, quelque chose comme ça. Don't ask, don't tell, je n'ai pas vraiment de bonne traduction pour ça. Parle-en pas, puis demande-moi pas. Ça, c'est un modèle où est-ce qu'ils disent ben, vas-y, amuse-toi avec qui tu veux, puis tombe amoureux de qui tu veux, mais je veux pas le savoir. C'est un modèle tout à fait commun aussi. La règle du pénis unique ou One Penis Policy, c'est une chose très problématique que j'ai d'ailleurs. Il y avait un des romans que j'étudiais où est-ce que ça se passait. Puis, en tout cas, je l'ai bien bâché, là, disons, dans mon. Mais je vous explique, puis c'est très commun en fait. Où est-ce qu'il va y avoir un homme qui sort avec une femme bisexuelle, généralement, et il va dire, tu peux coucher avec d'autres femmes, mais tu ne peux pas coucher avec d'autres hommes. Donc, lui peut voir qui il veut, il va généralement être hétérosexuel, mais elle va juste pouvoir voir des femmes. Donc, c'est question de débat, souvent, parfois seulement une période transitoire, dans le sens où l'homme va dire qu'il n'est pas confortable dans le moment actuel, que c'est difficile pour lui d'accepter ça, mais qu'éventuellement, il va arriver à ça. Des fois oui, des fois non. J'ai vu les deux. Donc, c'est quand même quelque chose qui existe, là, fait que je voulais vous en parler. Puis il y a des femmes qui sont très à l'aise avec ça aussi parce que peut-être que c'est ça qu'ils veulent. Donc il va y avoir des relations aussi où est-ce qu'il va y avoir une personne qui va être polyamoureuse, donc qui va aller voir d'autres personnes, et l'autre, donc le second partenaire, non. Donc il va y avoir juste une autre personne qui est. C'est pour ça polymono, parce qu'il y a une personne qui est poly puis l'autre est monogame. Ça va? Vous me suivez? OK. Merci. Alors, OK, ça va bien. La famille. Qu'est-ce que la famille? J'avoue que je ne suis pas une experte en sociologie de la famille, vraiment pas, mais je suis quand même allée chercher des définitions pour que vous l'ayez en tête, parce qu'on va parler du mix des deux. Donc, la famille est essentiellement définie par les liens de parenté, souvent généalogiques, donc que ce soit par des liens de filiation, d'alliance ou d'adoption, tout ça, c'est mis à l'intérieur de la famille. D'ailleurs, j'ai comme l'impression d'avoir ouvert une boîte de Pandore, là, quand je me suis mis à chercher des définitions de famille. Il y a vraiment des questions très complexes derrière ça, puis je pense que c'est important de se poser ces questions-là, mais souvent, en fait, j'en parlais tantôt, mais les personnes polyamoureuses vont plus se situer ici, donc vont parler de famille, même si leurs liens ne sont pas fondés sur la parenté comme telle, parce que quand tu as plus qu'une personne dans ta vie de qui tu es amoureuse ou amoureux, il y a des mots pour parler des duos, hein, couples, mais il y a très rarement des mots pour parler des trios, des quatuors, etc. Donc, à part musicaux, là, mais je pense que... donc, c'est ça. Puis d'ailleurs, il y a des mots qui sont inventés de plus en plus. Là. En France, ils parlent beaucoup de trouble pour parler d'une triade, mais bon, je trouve que c'est un mot assez laid, personnellement, mais c'est vraiment personnel rendu là. Alors, mais c'est à peu près de ça dont on va parler, mais quand même pour les purposes de cette conférence-ci, j'ai vraiment ciblé la recherche où il y avait des enfants dans les familles, donc des personnes qui ont moins de 18 ans et qui sont à la charge là, de leurs parents ou de leurs gardiens. Donc, voilà. J'ai déjà parlé un petit peu des troubles, mais je vous parle un petit peu à quoi ça peut ressembler, les familles polyamoureuses. Donc, ça peut être un couple qui habite ensemble depuis longtemps et qui ont des enfants ensemble. Puis d'ailleurs, tu sais, il y a des couples qui ne vont pas vouloir que les parents biologiques soient nommés ou définis, parce que, bon, souvent, disons, la grand-mère ou le grand-père va vouloir savoir, oui, mais c'est à qui, en fait, là, tu sais, on voit bien que c'est à qui la femme, là, qui va porter l'enfant, ou, enfin, la personne qui a un utérus, mais, et qui porte l'enfant, mais l'autre personne là, qui a fait le don de sperme,
généralement, les gens veulent le savoir, mais il y a plusieurs personnes qui ne veulent pas le savoir parce qu'ils sont tous considérés comme parents. Donc, ça peut aussi être une diade avec des enfants qui ont d'autres partenaires, mais que ces partenaires-là n'habitent pas avec eux. Ça pourrait être aussi un quatuor qui ont eu des enfants en diade et qui maintenant ils habitent les 4 ensemble avec tous leurs enfants. Donc ça fait beaucoup de monde. Mais en général, donc c'est ça, c'est des exemples de ce que ça peut être, mais il y a plein d'autres exemples. C'est juste pour un peu activer vos neurones imaginatives. Là. Donc, mais quand même, puis la recherche là, que j'ai lue brièvement de l'Institut Vanier disait que le plus commun, c'est vraiment la triade. Là. Le trouble, c'est vraiment le modèle le plus commun. Je voulais vous dire aussi que de plus en plus, on entend parler de pluriparentalité où on parle du fait d'accepter plusieurs parents ou d'aller vers une acceptation de plusieurs parents sur des documents légaux, mais actuellement, on les appelle des familles pluriparentales parce qu'il y a beaucoup de ces familles-là qui n'ont pas de lien affectif entre eux. Donc, il va y avoir, par exemple, un couple de lesbiennes qui a eu un enfant avec un donneur de sperme connu et que c'est leur ami, puis qu'ils ont envie qu'il soit dans la vie de l'enfant, puis qu'il soit peut-être même potentiellement un gardien à temps partiel ou demi-temps, en tout cas, vous voyez le genre. Puis, mais là, ils doivent juste mettre 2 parents. Donc, ça, c'est pas une famille polyamoureuse, mais c'est une famille pluriparentale. Cela dit, donc, une famille polyamoureuse est nécessairement pluriparentale, mais pas l'inverse. Ça va? OK. Je voulais juste faire la distinction là-dessus. Où est-ce que je suis rendue? Oui, OK, c'est bon. Et puis ça, c'est légalement reconnu en Ontario depuis combien de temps? Ah, ben tu vois, ça, c'est une information que je me rappelais plus. Je sais qu'on s'en était déjà parlé, mais donc, la pluriparentalité, ce que disait Mona, c'est qu'elle est reconnue dans certaines provinces, mais pas au Québec. Donc, c'est ça. Tu as dit en Ontario et en Colombie-Britannique. Oui, c'est vrai qu'en Saskatchewan, en tout cas, j'ai des préjugés. C'est ça. Je vais fermer ce petit avertissement, excusez. Voyons, OK. Donc, quelques questions qu'on peut se poser à propos des familles polyamoureuses. Certaines questions peu informées et qui reviennent souvent, d'autres très informées qui sont rarement posées. Donc, souvent, les gens vont dire « Ah, mais là, les enfants, ça n'a pas de bon sens, les parents vont baiser en avant d'eux autres, puis là, ils vont se retrouver à droite, à gauche, ils n'auront plus de milieu stable, machin, machin. » C'est une question légitime, mais qui nous rappelle, en fait, le genre de questions qui était posée au sujet des familles homoparentales il n'y a pas si longtemps. Parce qu'effectivement, je pense que les parents, même polyamoureux, savent faire des choses age-appropriate devant leurs enfants. Donc, c'est pas parce qu'on est polyamoureux qu'on est davantage porté à la pédophilie là, ou l'exhibitionnisme, exactement. Puis même chose pour la question de la stabilité, en fait, pour plusieurs des familles qui sont dans la recherche que je vais vous présenter, celle-ci. La stabilité était hyper importante. C'était vraiment comme, on sait que les enfants ont besoin d'un milieu stable, puis on va essayer de leur éviter le plus possible de mouvement ou que s'il y a du mouvement, que ce soit le plus encadré possible et que la communication avec les enfants soit constante. Là. Donc, j'ai rien dit. Donc là, encore une fois, les gens confondent aussi beaucoup polygamie avec polyamour et les médias mainstream, là, souvent, en fait, là, vont dire « Ah, mais là, on veut pas de ça ici, tu sais, ça n'a pas rapport, les femmes vont être asservies, bon, ce genre de choses-là. » Alors que le polyamour, en fait, dans sa genèse, est très féministe. La polygamie, c'est un peu tout le contraire. Donc, c'est aussi pour faire une distinction avec polygamie que le mot polyamour a fait son entrée, là, disons, dans le vocabulaire.
Donc, c'est ça. Ça, c'est pour les questions peu informées. Pour les questions très informées, c'est vraiment plus complexe, là. Donc, les questions qui se posent sont comme qui va être reconnu comme parent ou tuteur par les écoles, avoir le droit d'aller chercher les enfants, de leur donner des permissions pour des voyages scolaires ou d'aller aux rencontres avec les enseignants, par exemple. Qui peut recevoir des informations des médecins, des dentistes, des autres professionnels de la santé, soit en fait recevoir des informations ou en donner. Puis combien d'adultes peuvent participer en fait à élever un enfant légalement selon les lois sur l'adoption et la procréation assistée. Fait que ça, c'est vraiment des questions plus poussées, mais qui préoccupent réellement des familles là, et pour lesquelles on n'a pas nécessairement de réponse actuellement à cause de l'état de la loi là, au Québec, du moins. Puis c'est quelque chose de beaucoup plus préoccupant que ça. Je voulais juste... ça, c'est vraiment pas un enjeu, ça oui. Donc, c'est ça. Oui, donc c'est ça. Capable de finalité. OK. Je vous parle un petit peu d'avantages et de désavantages. C'est vraiment des pistes de réflexion. Je ne suis pas en train non plus de vous prescrire un modèle, là, vraiment pas. C'est vraiment plus pour, encore une fois, faire travailler vos neurones un petit peu puis vous donner une idée de à quoi ça peut ressembler. Toutes mes citations, parce qu'il va y avoir des citations de personnes interviewées, viennent de ce fantastique livre qui s'appelle « The Polyamorous Next Door, Inside Multi-Partner Relationships and Families ». C'est une recherche qui date de 2013, je pense. Donc, c'est pas si vieux, là. 2014, quand même, c'est pas si vieux. Je l'ai acheté avant qu'il sorte, là. Tu sais, c'est pour... C'est comme ça, j'étais vraiment énervée là, de voir ça sortir. Et, mais c'est basé beaucoup, là je vous dis à peu près, là, c'était vraiment une recherche ethnographique et qualitative sur 15 ans, avec 131 participants, dont 22 enfants. Et ça a été long, ça a pris 15 ans parce que ça a été long avant qu'elle ait la permission d'interviewer des enfants. Mais c'était vraiment quelque chose de central dans sa recherche, donc ça a pris du temps, mais ça a fini par y arriver. Et c'est beaucoup aux États-Unis, plus spécifiquement dans l'ouest des États-Unis, et c'était volontaire. Donc, encore une fois, la démographie était à peu près celle que je vous nommais tantôt, des blancs de classe moyenne élevée, très éduqués. Voilà. Donc, je vous parle un petit peu des avantages pour commencer, parce que c'est plus joyeux. Elisabeth Sheff parle de l'importance de l'honnêteté et de l'intimité émotive à travers la famille. Je pense qu'elle appelle ça en anglais intimate proximity. Non, c'est pas proximity. En tout cas, c'est pas important, là, mais c'est à peu près une traduction, là. Dans le fond, ce qu'elle dit, c'est que dans la famille, étant donné qu'il y a beaucoup d'adultes impliqués, mais d'enfants aussi, la communication est très importante et cette communication-là crée de la proximité et de l'attachement entre les parents et les enfants parce que, justement, comme le dit la jeune Mandy, ben, en fait, elle est partie de la maison, là, mais I was always like, okay, Mom, I know you're hiding something from me. It took them a while, but once I went away to college, she told me the truth, and now we are a lot closer. We're a lot closer than she is with my sister, who just couldn't handle it. Fait qu'elle, sa mère et en fait ses parents avaient d'autres partenaires, puis savaient que ça se passait. Puis là, depuis qu'elle lui avait dit que ça se passait, bien, elle était devenue plus proche de sa mère, mais contrairement à sa sœur, mais ce genre de confiance-là, puis de montrer aux enfants qu'ils sont dignes de confiance, généralement crée plus de proximité que d'éloignement, là. Donc ça, c'est un avantage. Les ressources partagées, c'est l'avantage principal nommé par les familles, ou du moins c'est celui qui leur vient spontanément, le plus facilement. Donc, surtout dans le contexte où nous vivons, où le logement coûte très cher, les déplacements coûtent très cher, la bouffe coûte très cher, donc de pouvoir participer ensemble à la création de ce milieu-là fait que ben, les ressources grandissent. Donc là, l'exemple que je mettais ici, qui est tiré de la citation, pas de la citation, mais de la recherche, c'est que elle constate que the Wise Quad was able to afford a stay-at-home parent for their daughter Catherine's entire childhood, even in the notoriously expensive California Bay Area. Donc, dans leur cas, ça voulait dire
qu'ils étaient les 4 à contribuer à élever cet enfant-là, et ça voulait dire qu'il pouvait, comme il y avait 3 parents qui travaillaient, il pouvait y avoir un des parents qui restait à la maison et s'occupait de leur fille pendant son enfance. Oui, c'est ça. C'est à peu près ça. Un des avantages aussi souvent nommés, c'est la question des besoins spéciaux, autant du côté des adultes que des enfants. Donc, l'exemple que je donne, en fait, puis qui est dans le livre, c'est un adulte qui avait un besoin spécial, c'est-à-dire de l'anxiété. Donc, when Jason moved in, son chum, it came as such a relief because he works at home a lot of the time, and just having someone there during the day, when I was home with the kids, I could hear him in the other room or just chat for a few minutes. It brought my anxiety level down quite a bit. Donc, pour elle, le fait d'avoir plusieurs partenaires et d'avoir un de ces partenaires un de plus finalement qui habite avec elle, ça voulait dire que son anxiété pouvait être contrôlée par la présence. Mais tu sais, encore une fois, c'est sûr que c'est un heureux hasard, là, tu sais, je veux dire, ça arrive pas, bang, tous nos problèmes sont réglés, là, mais dans ce cas-ci, c'était vraiment quelque chose de vu comme positif. Il y avait un autre exemple très prenant dans le livre aussi au sujet d'un enfant qui avait des besoins spéciaux mais qui n'avait pas été diagnostiqué encore, donc là c'était en processus, mais enfin je pourrais pas vous dire c'était quoi exactement l'enjeu, excepté que il disait qu'il y avait des speech issues là, qui faisaient en sorte que des fois il parlait pas pendant plusieurs jours, puis après ça il recommençait, puis il y avait beaucoup d'anxiété aussi. Donc, les besoins, par contre, c'est ça, l'enfant disait lors de l'entrevue, il y avait une longue citation avec l'intervieweuse et l'enfant, où est-ce que l'intervieweuse dit « Ah, ben comment tu trouves ça d'avoir plusieurs parents? » Puis comme « Ben, c'est nice. » Il répond pas vraiment. Il y a comme 8 ans, fait tu sais. Puis là, elle dit « Ah ouais, qu'est-ce que tu trouves le fun? » Puis comme « Ben, je sais pas, là, c'est le fun, il y a toujours quelqu'un. » Puis là, elle dit « Tu sais... la dernière fois que tu t'es sauvé, parce qu'il s'était déjà sauvé de la maison, est-ce qu'ils sont venus te chercher, ou je me rappelle plus exactement de la citation, là. Puis là, il était comme, ben oui, je sais qu'ils vont toujours venir me chercher, tu sais. Fait qu'il y a toujours, tu sais, il y avait comme visiblement là, cette espèce de confiance envers ses parents, ses nombreux parents, qu'il allait toujours être là, tu sais. C'est vraiment, enfin, quelque chose qui semblait très évident pour cet enfant-là, malgré sa potentielle problématique, là. OK, ça va bien. Plus de temps, ben oui puis non, là. Plus de gestion entre adultes, mais aussi plus de temps pour être loin des enfants. C'est-à-dire que quand, notamment, là, je vous donne 2 exemples. Jean and Bjork took turns staying at the hospital or going home for a full night's sleep just after Will was born. Alors, d'avoir 3 parents, ça crée... Donc, elle était à l'hôpital, puis elle avait toujours un de ses partenaires avec elle, mais il y en avait toujours un qui dormait. Donc, ça crée que des parents bien reposés, en général, c'est des parents heureux. C'est ce que j'ai compris. J'ai pas d'enfant moi-même, mais c'est ce que j'ai compris. Donc, ça créait ça, d'avoir un petit peu plus de temps, un petit peu plus d'énergie. Puis ensuite, l'autre citation, c'est « It's a full-time job for the 3 of us. We can't even imagine doing it with fewer adults. Our friends tease us, but wish they had more help too. » Fait que, tu sais, là, il y avait tout un paragraphe au sujet du fait que les amis disaient, les niaisaient un peu à propos de leur modèle, mais que dans le fond, des fois, ils disaient comme un peu en secret qu'ils étaient jaloux. Fait que c'est ça. Là, j'ai mis l'exemple de seul, mais aussi ça veut dire qu'ils peuvent avoir plus de temps entre eux. Comme, mettons qu'ils sont 3, il peut y avoir un parent avec l'enfant, puis mettons, les 2 autres parents vont sortir, puis peut-être, je sais pas, aller faire un souper à la chandelle. Tu n'as pas besoin d'avoir une gardienne tout le temps. Là. Donc, ça permet aussi d'avoir plus de temps entre adultes. C'est un peu une blague, mais c'est parce qu'il y a un enfant qui a dit ça, fait que je voulais vous le montrer. When I was young, I guess I liked more presents at Christmas, more people, just more people in general. I liked it as a little kid because I liked having people around. Fait que lui, c'était comme clairement un avantage d'avoir plus de cadeaux à Noël. Voilà. Oui, plus de grands-parents aussi, effectivement. Ça, c'est nommé. En fait, j'y arrivais. D'avoir une plus grande famille, c'est un autre avantage. Là, je ne vous ai pas mis de citation pour tous ces avantages-là,
concepts-là, mais sont toutes bien expliqués dans le livre. Plus d'attention accordée aux enfants, plus de types de modèles différents, meilleure capacité de rester en bon terme avec des ex. Là, ça peut vous sembler un peu weird, mais c'est vraiment à cause de, généralement, comment les gens traitent leurs relations quand ils sont polyamoureux. Ils ont une espèce de façon de dealer, de communiquer qui est un petit peu différente de personnes monogames, mais pas parce que les personnes monogames ne peuvent pas le faire, c'est juste que souvent ils n'ont pas eu de pratique peut-être pour le faire. Je vais nommer ça comme ça, mais ça vaut la peine d'aller lire le livre pour mieux comprendre ça. Développement des compétences pour construire des réseaux familiaux et sociaux. Donc, ça, c'est vraiment une belle expression en anglais, kinship networks. Donc, les enfants, en fait, vont développer ces compétences-là parce qu'ils voient leurs parents le faire. Donc, tu sais, créer des liens, entretenir des liens, garder la flamme, là, je vais mettre un gros guillemet, mais c'est vraiment important la communication constante et évolutive avec les différents partenaires. Donc, c'est pour ça que c'est aussi quelque chose que les enfants vont acquérir. Plus grande famille, donc oui, plus de parents, plus de grands-parents, plus de cousins et de cousines, donc plus de gens aussi pour, ça revient à la question, plus de modèles. Other fathering et co-mari, ça, je vais juste faire une rapide parenthèse là-dessus parce que je n'ai pas bien étudié ce concept-là, mais en fait, ce que la chercheuse dit, c'est qu'il y a beaucoup dans certaines cultures ce concept de other mothering, donc où est-ce qu'il va y avoir souvent, par exemple, un couple va avoir une cousine, une sœur, une grand-mère qui va être très proche de leur enfant. Et il va servir de gardienne presque systématiquement. Là. Donc, ils vont parler dans ces cultures-là. Et en fait, les ethnographes parlent de other mothering parce que c'est jamais des hommes. Okay? C'est toujours des femmes qui le font et qui sont vraiment considérées comme la deuxième mère ou l'autre mère par l'enfant. Mais là, ce contexte-là fait en sorte qu'il va y avoir des contextes de other fathering. Donc, par exemple, une femme qui va avoir 2 chums et qui habitent les 3 ensemble, mais ça va faire en sorte qu'il va y en avoir un qui est le père biologique et donc le parent reconnu légalement, mais l'autre parent va quand même avoir une expérience de parentalité, même si c'est pas le père. Donc, c'est pour ça qu'elle amène ce concept-là de other fathering. Et même chose pour co-mari, parce qu'on entend beaucoup co-wives, sister wives, vous avez sûrement déjà entendu ça ou vu ça. Puis là, ça permet justement d'amener cette idée-là, là, que, en plus, il y avait dans le livre un exemple vraiment super de justement 2 co-maris qui sont pas, ils couchent pas ensemble, mais ils ont un lien affectif fort. Qu'ils disaient, ben quand on amène notre enfant au parc, les gens pensent qu'on est un couple gay, puis on les détrompe, il disait il y a beaucoup de couples gays de toute façon dans la Bay Area, fait que c'est pas un enjeu, puis on dément pas ça, mais il trouvait ça cute là, que imagine nécessairement si 2 hommes ont un enfant ensemble, c'est parce qu'ils sont ensemble. Puis ça amène aussi le concept de polyaffectivité, donc c'est l'idée que justement c'est pas juste comme cet exemple-là de co-mari, parce que c'est pas parce que tu couches pas avec quelqu'un que tu n'as pas une affection particulière pour cette personne-là. Ça vient revaloriser aussi cette espèce d'amitié vraiment intime entre certaines personnes, etc. Donc, il y a une bunch d'autres avantages. Les désavantages, je vais essayer de passer vite dessus parce que je veux donner la parole à nos panélistes. Encore une fois, la même recherche. Potentiel de douleur ou de responsabilité infligée aux enfants et infligée en très bas âge. C'est un peu la même chose que je suis sûre des familles homoparentales ont vécu il y a plusieurs années. He started going to school and they were asking, who's your mommy, who's your daddy? And he's able to identify us biologically, but for him it felt like, why are they only asking about those people? Like, those are the only important people? Now he knows this information about mom being poly and whatnot could actually scare and freak people out. And having him be so young and having to manage that amount of responsibility for how adults and other kids relate to him, I can sometimes feel regret. Donc, vous voyez un peu le concept, là. Ça fait beaucoup de choses à inculquer à un enfant en très bas âge si les parents ont l'impression qu'il pourrait être stigmatisé dans son milieu ou stigmatiser ses parents. Donc, ça, c'est un potentiel quand même important. Donc, sur la question du stigmate et de la discrimination, une autre bonne citation.
Mais de la chercheuse cette fois-ci. Overall, the children I spoke with did not report experiencing many significant experiences of stigma. There are at least 3 explanations for this. First, this could be because of the people who chose to volunteer for the research and their generally optimistic view of polyamorous families. Second, the race and class privilege that provide many of these children with social advantages that may shield them from some of the effects of stigma. And third, the fact that polyfamilies are still relatively unknown makes them more difficult to recognize and can protect them from the stigma of being recognizable minorities. Donc, dans ce cas-ci, elle n'avait pas vraiment, justement, de citation. Les enfants ne rapportaient pas eux-mêmes des problématiques liées aux relations de leurs parents. Mais elle explique ça là, à cause de ça, puis de ces raisons-là. Puis je trouvais ça particulièrement intéressant, la question de l'invisibilité, parce que c'est facile d'imaginer, tu sais, si les gens ne viennent jamais à la maison, c'est facile de cacher ça, là, comme si légalement on se met pas soi-même de l'avant dans les journaux en disant on réclame d'être 3 parents sur le certificat de naissance de nos enfants. Si on fait pas ça, en général, on est capable, ça peut bien passer que c'est la marraine, machin, qui vient chercher l'enfant. Ouais, c'est ça, exactement. Donc, d'une famille recomposée, exactement, ça, c'est une autre chose, ça peut paraître comme ça aussi. Il y avait un exemple vraiment perturbant d'un moment où est-ce qu'un enfant a été pris d'une famille parce que il pensait que la petite était abusée sexuellement. Je vous laisse lire l'extrait. Our child was summarily removed from our care without question and placed in foster care. On Tuesday, when I spoke with someone by phone, they told me the source of the call was someone at the school and that the quick action was because they suspected my husband, Mark, of sexually abusing our daughter. It took them until Wednesday to have someone talk directly to Annabelle, at which time they immediately determined that no, she was obviously not an abused child. Fait en fait, là, la confusion venait du fait que lui, c'était pas un problème pour lui de se promener nu dans la maison. Donc, là, puis là, la petite Amani, elle avait dit à une intervenante, genre que ça y dérangeait pas, je me rappelle plus exactement, mais tu sais, puis là, elle était comme, tu sais, comme de la nudité, tu sais, puis là, en plus, elle venait juste de se faire diagnostiquer avec trouble d'attention avec hyperactivité, fait que là, l'intervenante, elle s'était dit, oh mon Dieu, elle doit avoir du trauma, elle doit avoir tu sais, donc, puis c'est ça, là, elle avait comme compris qu'en plus, il y avait plus qu'une personne, plus qu'un adulte qui habitait, plus que 2 adultes qui habitaient dans la maison, fait que, voilà. Mais ça, c'est vraiment un des gros paragraphes, là, dans le truc, puis c'est important d'en parler, mais au moins cette situation-là s'est réglée rapidement. Crowding, j'avais non plus pas de bons mots pour ça en français. Yeah, I think it is more fun for the little kids. Ça, c'est un enfant qui parle. To always have someone around to play with, but I am sick of always having everyone around, always having to share the bathroom, never having any privacy at all, even in the bathroom. Alors, cet enfant commençait à être excédé par la quantité de personnes autour de lui, puis on peut s'imaginer que c'est pas toutes les maisons qui sont adaptées pour avoir autant d'adultes et d'enfants. Et d'ailleurs, puis d'ailleurs, trop de supervision, c'était souvent dit par les enfants, ça, ben là, je peux jamais cacher rien à mes parents parce qu'il y en a toujours un qui finit par découvrir qu'est-ce que je fais, que je suis chez telle personne plutôt que chez telle autre personne, c'est les ados, là. Donc, c'est nommé comme un problème. Je voulais vous en parler parce que c'est quand même comique. Un autre désavantage, c'était la complexité des relations. Donc, des fois, ça devient difficile à suivre pour les enfants, pour les parents, de suivre cette complexité-là, ou que la famille élargie suive cette complexité-là, que les enfants doivent s'ajuster à des nouveaux styles parentaux, mais ça, encore une fois, c'est pas exclusif aux familles polyamoureuses, là, c'est aussi des familles recomposées. Le drama, il n'y a pas de point, mais il est supposé avoir un point, le drama entre adultes aussi est un désavantage, parce que les enfants vont évidemment sentir, tu sais, s'il y a des problématiques entre les adultes, même si c'est des problématiques temporaires. Puis quand il y a plus de 2 personnes impliquées, bien, il y a peut-être plus de drama, peut-être. En tout cas. Donc, des familles d'origine, puis
Puis là, les familles d'origine qui sont problématiques, c'est pas l'origine qui est problématique, c'est les familles. J'ai mal formulé ça, là. Mais les familles d'origine, donc les grands-parents, des fois, vont dénoncer ce modèle-là, essayer d'enlever les enfants ou même essayer d'influencer l'opinion des enfants sur ce que les parents font. Il va y avoir ce genre de situation-là. Voilà. Donc, pour wrap it up, là, en fait, à partir de ce que je vous ai donné comme piste de réflexion, je pense que ça me semble évident, en tout cas, que les défis qui attendent les familles polyamoureuses ou futures familles polyamoureuses sont dans plusieurs cas les mêmes que celles des familles non nucléaires en général. Donc, les familles recomposées, les familles qui ont adopté des enfants, les familles monoparentales aussi, ou les familles homoparentales ou transparentales. Je dis qui ne sont pas nucléaires parce que vraiment le modèle nucléaire, c'est un papa, une maman et des enfants dans le contexte du mariage. Okay? D'ailleurs, les familles nucléaires sont la minorité. Le mariage est de moins en moins commun, les familles recomposées sont de plus en plus communes. Donc et là, ça mène à mon deuxième point, c'est qu'on ne peut plus se permettre d'ignorer ce genre de modèle-là, surtout considérant que ce genre de recherche-là montre que ces familles-là existent. Donc, est-ce qu'on peut les priver de droit familial? Elle postule qu'il faut centrer la loi sur l'enfant. Je sais que c'est beaucoup plutôt que sur le mariage ou sur le couple. C'est aussi l'opinion de certaines personnes en droit familial, là, à moins que je me trompe, mais la réforme du droit familial qui doit se faire, mais en tout cas, va se faire là, au Québec, se basait beaucoup là-dessus, là, sur mettre l'enfant au centre. Fait que je pense que la loi s'en va vers ça, mais actuellement, c'est pas nécessairement le cas. Puis en plus, aux États-Unis, je vous laisse imaginer, là. En tout cas, fait que c'est ça. Puis, sauf que pour faire avancer aussi le droit familial, il faut aussi faire avancer les mentalités. Puis là, je veux dire, vous êtes, je pense, un public déjà conquis qui connaît ou connaissait un petit peu de quoi il s'agissait. Mais le genre de questions que je montrais tantôt là, des médias, là, ou des questions, tu sais, mais là, les enfants, tu sais, c'est ça, c'est souvent une question qui revient. Puis il faut déconstruire ça, il faut montrer le modèle polyamoureux d'une manière positive aussi, pour que les gens puissent choisir. C'est pas de démoniser la monogamie, loin de là. Quoique plusieurs personnes polyamoureuses qui le font, puis je leur recommande de ne pas le faire, parce que ça n'aidera pas. Mais donc, l'idée, c'est pas ça, mais c'est de montrer qu'il y a différentes possibilités, qu'on peut choisir et trouver en fait le modèle qui nous convient, puis qu'à partir de là, on peut construire la famille qu'on veut. Ah, c'est ça. Oh, merci.